Donnons aux Camerounais, pour une fois dans l'histoire politique de notre pays, l'occasion de choisir librement leurs dirigeants légitimes, de leur demander des comptes quand c'est nécessaire. Et vous verrez notre pays, dans les 10 prochaines années, être dans les pelotons de tête des pays africains. Un autre média. Bonjour, M. Kanto. Je suis Gérard Lebrun pour le médiateur d'Afrique. Vous avez fait une tournée américaine il y a quelques semaines. Vous avez rencontré des officiels, et notamment le sous-secrétaire d'État Tibor Nagui. Je voudrais savoir quelles étaient les conclusions de votre rencontre et quel était l'intérêt. Merci. Merci. La tournée américaine s'inscrit dans notre action internationale. Je vous ai dit que la phase 3 du plan de résistance nationale indiquait très clairement, donc c'est pour ça que je disais, nous affichons ce que nous faisons, indiquait très clairement que s'il n'y avait pas de révision consensuelle du système électoral avant les élections, s'il n'y avait pas de progrès dans la résolution du crise de nos eaux, nous allions intensifier notre campagne internationale pour sensibiliser tout le monde, à tous les niveaux, sur la situation de notre pays. C'est ce que nous avons fait en allant aux États-Unis. C'est ce que nous faisons en étant en France. Si nous ouvrons moins facilement les portes en France qu'ailleurs, ce n'est pas faute d'y frapper. Après, quand vous arrivez chez quelqu'un, c'est lui qui vous ouvre, ce n'est pas vous qui ouvrez. Et nous n'avons jamais cessé de faire les démarches ici. Non pas dans l'espoir que qui que ce soit nous ira mettre au pouvoir au Cameroun. Ça n'a jamais été notre intention. Nous avons toujours dit, et je viens d'ailleurs de le répéter, le changement au Cameroun, l'évolution de notre pays dépend et dépendra toujours, dans notre conception, des Camerounais. Je n'attends pas de rentrer dans un transal. Il faut être placé quelque part. Non. Mais il est de mon devoir d'expliquer, premièrement, aux pays amis, avec lesquels nous avons des liens historiques forts. Deuxièmement, aux puissances, membres de la communauté internationale, ce qui se passe dans notre pays. Parce que c'est aussi leur devoir. Vous voyez bien, qu'il s'agisse de ce pays ou des États-Unis, ce sont des membres permanents du Conseil de sécurité. C'est eux aussi qui décident des affaires du monde, notamment en ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Donc c'est notre devoir d'aller vers toutes ces nations-là pour leur expliquer ce qui se passe dans notre pays. Parce que vous savez très bien que vous pouvez présenter un conflit comme étant un conflit purement interne. Et donc ça ne concerne pas la communauté internationale. Mais si l'on voit qu'un conflit interne est de nature à affecter la paix et la sécurité d'une sous-région, d'une région ou d'une sous-région, à ce moment-là, l'ensemble de la communauté internationale a le devoir de s'y intéresser. Et nous croyons que ce que vit le Cameroun depuis ces 3 dernières années ne peut plus être considéré simplement comme un conflit interne. Il faut qu'on nous aide, puisque nous n'y parvenons pas par nous-mêmes, à régler ce problème et à le régler au plus vite. Et donc voilà ce que nous essayons d'expliquer partout où on veut bien nous accueillir pour entendre notre point de vue. Il peut arriver que certains pays aient leur propre schéma de lecture de la réalité du monde. Nous ne pouvons que le constater, le respecter, parfois le déplorer, mais nous n'y pouvons rien. En ce qui concerne notre démarche aux États-Unis, mais c'est valable d'ici également, vous comprendrez aussi que je ne puisse pas aller dans les détails des échanges que j'ai avec les autorités d'un pays. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous présentons la situation de notre pays et nous présentons les solutions que nous proposons
pour régler les problèmes. Toujours, nous présentons les solutions que nous préconisons et que le gouvernement de notre pays connaît. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses qui sont faites sous le tapis ou sous... Non, ce sont des solutions que nous avons proposées et pour lesquelles semblons ne pas avoir une oreille attentive dans notre pays. Et nous en parlons aussi à nos compatriotes de l'extérieur, pour qu'ils comprennent que les forces politiques ne sont pas là simplement pour faire des calculs individuels. Le boycott, évidemment, pouvait être ressenti, a probablement été ressenti ou mal perçu par certains de nos camarades qui avaient leur propre projet pour devenir députés ou maires. Mais la question est de savoir si nous avons créé le MRC ou si nous bâtissons un parti politique juste pour donner quelques positions à certains de nos camarades ou pour régler les problèmes de notre pays. Et nous avons dit, pour les deux raisons que j'ai indiquées clairement, que nous ne pouvons pas dire, il y a 3000 morts, prenons même le plus bas, 3000 morts, est-ce qu'on se représente 3000 morts quand même dans notre pays? Rien. Des gens qui dorment dans la forêt, des enfants, vous avez vu? Des jeunes soldats que l'on vient de recruter dans notre armée qui sont parfois à peine mariés, qui vont laisser derrière eux des veuves et des orphelins. Des forces de défense et de sécurité, 25 ans, 23 ans, dont on ne parle même plus, on ne montre même plus les images ou les cercueils. Nous voulons que tout cela s'arrête. Et donc, nous allons nous battre. Et pour nous, le geste fort politiquement pour montrer notre désaccord, c'était de dire nous ne pouvons pas aller aux élections dans ces conditions. Si nous étions allés aux élections dans ces conditions, alors nous aurions entériné le système. Nous aurions dit oui, mais enfin, ce n'est pas si grave. La vie politique peut continuer. Nous avions dit le contexte politique et électoral nous est favorable en tant que MRC. Mais nous supplions le gouvernement de reporter les élections de 6 à 12 mois pour que nous réglions les problèmes avant d'aller aux élections. Est-ce que vous croyez qu'on a été entendu? Jamais. Et vous voulez simplement qu'on aille comme ça pour continuer à dire, même la communauté internationale a demandé qu'il n'y ait pas de nouvelles élections au Cameroun sans révision du code électoral. Prenez la résolution à l'unanimité de du Parlement de l'Union européenne. Résolution à l'unanimité, ce n'est pas tous les jours, des 27. Qui dit cela? Je crois que ça doit être au paragraphe 9. Prenez les résolutions du Congrès des États-Unis, du Parlement canadien, résolution de l'Union africaine, plus exactement de la Commission des droits de l'homme et des peuples de l'Union africaine, qui dit la même chose. Et l'Union africaine avait envoyé des observateurs au Cameroun, c'était la seule organisation pour l'élection présidentielle de 2018. Et eux-mêmes ont dit qu'il y a des insuffisances dans le code. Bien mieux, et l'ECAM, qui est mise en place par le gouvernement, dans 2 rapports distincts, a dit il faut faire la réforme du code électoral. Et l'ECAM. Est-ce que le gouvernement a entendu? Pour quel procès nous fait-on? Qu'est-ce qu'on veut nous faire croire? Et tout le monde vous dit toujours, oui, mais vous avez tort de boycotter, au point où un parlementaire français, en visite au Cameroun, s'est permis de faire une ingérence aussi grave dans les affaires internes de notre pays, en disant, voilà, ce parti politique-là aurait intérêt à aller aux élections, on a toujours tort de ne pas y aller. Il faut qu'on soit sérieux à cet instant. Sauf si on considère que les Africains ne sont pas des êtres humains comme les autres. On ne peut pas dire, je ne crois pas que dans ce pays, si les républicains disent qu'ils ne vont pas aux élections, on va quand même aller aux élections. Il y a les élections municipales qui arrivent ici en France. Si le parti dit, les républicains disent, on ne va pas aux élections. Et vous savez comment ils ont baissé, n'est-ce pas, en termes électoraux. Mais ça reste la principale force d'opposition. S'ils disent, nous, on ne va pas aux élections, je ne crois pas que dans ce pays, on ira aux élections. On doit quand même faire une pause pour dire, oui, mais il se passe quelque chose. De quoi s'agit-il? Et vous croyez qu'on va continuer comme cela? Vous croyez que le Cameroun appartient à quelqu'un en particulier? Ah non, moi pas. Et je joue mon rôle, j'entends le jouer pleinement. Croyez-moi, mon cher ami, je ne demanderai jamais pardon ou excuse, ou je ne m'excuserai jamais des décisions politiques que je prends avec mes camarades et qui vont dans le bon sens pour notre pays. Si notre conscience ne peut pas nous juger, l'histoire nous jugera. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, on a passé... alors, pareil, on se présente, encore une vingtaine de minutes. Eric Golf Quattro, correspondant Canal 2 France et
Monsieur Kamto, vous avez commencé cette conférence en me disant que vous êtes venu dire merci à tous les Camerounais. Vous avez dit tous les Camerounais, sans exception, même ceux qui vous passent des journées à vous insulter. Parmi les Camerounais de la diaspora, notamment de France, il y a des activistes, la brigade anti-Sadina, le CCD, le Conseil camerounais de la diaspora, qui, depuis un certain temps, mènent des actions radicales envers les autorités camerounaises, notamment envers le chef d'État. On va revenir sur tout ce qui a été passé, ou bien toutes les actions qui ont été menées par ces gens. Seulement, dans ces actions, on a certains de ces membres qui ont des t-shirts à votre effigie, qui ont des écharpes MSC et qui chantent votre nom. Et le gouvernement n'a cessé de dire que vous êtes votre parti derrière ces actions. Vous avez également parlé de radicalité. Ce même groupe, c'est certes divisé, mais il y a le noyau qui est passé à une autre étape. On l'a vu lors de leur conférence en Allemagne, où ils appelaient désormais à prendre les armes. D'ailleurs, ils scandaient Frimacha, Frimacha. Vous êtes en France, ils seront certes là, le premier. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Est-ce que, M. Kamto, aujourd'hui, vous pouvez vous prononcer concrètement? On sait que les membres de votre parti se sont précédemment prononcés en dénonçant ces actions, ces actes et en indiquant que vous n'êtes pas derrière. Est-ce que vous aurez l'occasion d'aborder ce sujet avec ces Camerounais qui viendront vous écouter le premier? Merci. Merci à Canal 2. Je crois que si vous êtes représentant de Canal 2 ici, Canal 2 est basé au Cameroun. Et je n'ai jamais entendu Canal 2 poser la question à ceux qui sont à l'origine des violences multiformes au Cameroun. Jamais. J'ai jamais entendu Canal 2 dire et condamner pourquoi on a fait naître la crise anglophone et pourquoi on l'a transformé en un conflit armé qui dure depuis 3 ans et qu'on refuse de régler. Vous croyez qu'il y a une forme de violence acceptable, monsieur du Canal 2? Y aurait-il une forme de violence acceptable? Vous me posez une question à laquelle vous avez déjà eu des réponses. Puisque je me suis exprimé là-dessus. Pas une fois, pas dans un seul discours. Cher monsieur, je considère mon travail, ou je prends mon travail un peu plus au sérieux que celui qui consiste à me faire tourner en rond. J'ai dit et je répète, je condamne toutes les formes de violence. Je dis bien toutes les formes de violence. Mais je ne fais pas une distinction comme certains voudraient m'amener à le faire entre une bonne violence qui serait acceptable parce qu'elle serait faite par des gens en uniforme et d'autres formes de violence. Je vous ai indiqué ma voix. Pourquoi me posez-vous une question sur les actes, les actions des autres? Quand j'avais 18 ans, j'avais dans ma chambre d'étudiant un poster de Cheikh Anta Diop et un autre de Che Guevara. Dois-je rendre compte de cela? Pourquoi est-ce qu'on pouvait retrouver un poster de Che Guevara chez moi? Il fallait que je le retrouve dans le maquis en Argentine ou au Congo? Croyez-vous que je serais sérieux si je demandais à certains Camerounais de ne plus porter mes effigies ou Oh, portez-les, Camerounais. Portez-les autant que vous voudrez, les t-shirts. On ne va pas nous prendre à ce jeu-là. On a commencé à dire que, vous savez, pendant 2 ans, on a cherché à établir un lien entre moi et certains de ces groupes-là. Et vous savez qu'on n'a pas pu. Et vous savez qu'on a utilisé tous les moyens. Vous savez qu'on a utilisé, y compris des gens au sein de mon propre parti, pour essayer d'établir des liens. Et on n'a pas pu. Exaspéré, en fin de compte, j'ai été obligé de porter une plainte en diffamation contre un membre du gouvernement camerounais pour que, à chaque sortie, on ne rappelle pas que je suis celui qui est derrière ou que j'ai orchestré les casses dans les ambassades du Cameroun.
cher monsieur, je ne voudrais pas vous réciter mon puits d'écrit. Mais si vous étiez, je crois, dans la sincérité de la couverture de l'information camerounaise, vous deviez en savoir un peu plus sur moi. Et savoir que je ne peux pas passer des années à me disculper de quelque chose que j'ignore. Ceux qui dirigent ou qui prétendent diriger le Cameroun aujourd'hui me connaissent. Ils savent ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. Beaucoup d'entre eux n'ont pas fait autant pour notre pays que moi-même. Mais ils veulent aujourd'hui se présenter comme les gardiens du temple et dénoncer quelques vandales qui voudraient arriver au pouvoir par tous les moyens, etc. Je voudrais dire très simplement, une fois de plus, à Canal 2, que commencez par demander à ceux qui trient entre les Camerounais, distinguent entre les Camerounais, commencez par leur demander à montrer le même respect à tous les Camerounais. Ils vont voir que déjà ça, là, ça va changer. On construit au Cameroun l'image d'une diaspora opposant contre le gouvernement, contre le pays. Moi, j'ai la perception d'une diaspora dynamique, éduquée, que je voudrais demain avec moi pour qu'on construise le Cameroun ensemble. C'est deux démarches complètement différentes. Voilà toute la différence. Et au lieu, justement, de vouloir criminaliser les gens, culpabiliser les gens, regardez-les comme vos compatriotes qui aiment leur pays au moins autant que vous, sinon plus souvent, qui n'ont pas seulement la chance de contribuer, qu'on n'a pas mis en capacité de contribuer. Et qui est une vraie chance pour notre pays, parce que très peu de pays de notre continent ont une diaspora de cette qualité. Pourquoi nous ne pouvons pas le reconnaître? Et vous me demandez, vous me prononcez des noms étranges, dans des sigles que je ne comprends même pas, je ne sais pas à quoi ça renvoie, et vous me demandez de dire, mais non, je suis là pour tous les Camerounais, cher monsieur, pour tous les Camerounais. Et je vous ai dit, je conçois ma mission sur la scène politique camerounaise en 3 points. La première, c'est l'éveil des consciences sur qui nous sommes. Qui nous sommes. Il y a 30 ans, 40 ans, nous fabriquions des motos au Cameroun. Je crois que les Chinois ne savaient même pas encore fabriquer les motos. Ils faisaient que les bicyclettes. Mais nous les fabriquions déjà au Cameroun. Nous étions dans l'électronique, avec Équatorial Électronique, à Douala, boulevard de la Liberté. Évidemment, les vélos. Nous fabriquions les meilleurs objets à bois, les meilleurs contreplaqués, Sofibel, à Belabo. Et je peux énumérer comme ça 203 entreprises. Nous étions la première nation africaine, hors Afrique du Sud et Éthiopie, et peut-être l'Afrique du Nord, sortie d'Air Afrique à créer une compagnie nationale, pilotée par des Camerounais, gérée par des Camerounais. Nous étions la première nation, en dehors des quelques autres que je viens de citer, à construire un chemin de fer qui traverse tout le pays, jusqu'à Ngaoundéré, inauguré par Amadou Ahidjo en 1974, avec à bord M. Pompidou. Est-ce que vous voyez encore quelque chose, des vestiges de tout ce que je suis en train de citer? Donc, nous nous battons aujourd'hui pour ramener le Cameroun là où il était il y a 40 ans. Voilà la vérité. Le reste, c'est du bavardage. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Je n'avais pas imaginé que de mon vivant, je verrais le Cameroun dans l'état où il est. C'est-à-dire que je ne pouvais pas imaginer qu'on pouvait détricoter un pays comme on l'a fait du mien. J'assiste avec la plus grande douleur à ce spectacle-là. Et vous me demandez de commencer à créer des cases entre les Camerounais. Il y a des colères qui se manifestent. Vous me dites que vous voulez, est-ce que je peux m'exprimer? Enfin, j'entends, je crois entendre certaines personnes du Cameroun que je ne citerai pas me donner des injonctions en ce sens, alors que vous m'avez suivi sur une chaîne concurrente. Dire que si on m'avait demandé mon conseil dans telle action, je n'aurais pas
recommander que l'on utilise la violence, parce que moi je crois que ça n'ajoutait rien à l'affaire. Mais vous ne pouvez pas empêcher aux gens d'exprimer leur colère, surtout quand de l'autre côté, il y a des violences aussi graves. Donc, condamnons toutes les violences, et moi je condamne toutes les formes de violence. Très bien. Alors, juste une précision, encore maximum 2, 3 questions et on arrête. Et que les médias. Donc, alors, il y a que les médias. Que les médias. 2, 3 questions et on arrête. C'est-à-dire l'attitude des autres formations politiques de l'opposition camerounaise. Mais ce n'est pas à moi d'y répondre, c'est à eux. C'est à ces partis, enfin à elles, ces formations politiques. Chacun fait son choix. Et ultimement, c'est au peuple camerounais d'observer la scène et de se faire son opinion par rapport à la fois aux partis politiques et aux hommes politiques. Ça veut dire que vous devez vous donner les moyens d'être en capacité de conquérir quelques leviers où vous pouvez effectivement agir pour apporter les changements espérés. Alors, quand on va aux élections annoncées 9 octobre prochain, en sachant qu'on ne peut pas avoir même 1% ou 2% des députés à l'Assemblée nationale, non pas parce qu'on ne pourrait pas si les conditions étaient réunies, mais parce que tout est fait pour que vous ne les ayez pas. Quel est le message que vous donnez au Cameroun? Je vais être plus clair et plus simple. D'après les chiffres annoncés par Eleka, du nombre de candidats en compétition par les différents partis qui vont prendre part à ces élections, l'ensemble de l'opposition camerounaise réunie va compétir pour 46 sièges. Quel est le message que l'ensemble de ces partis politiques, dont nombreux se sont plaints de ce qu'ils n'avaient pas eu la possibilité de composer leur liste, de pouvoir former, comment dirais-je, toutes les listes qu'ils pouvaient composer, voire des coalitions. Quel est le message qu'ils donnent aux Camerounais en allant néanmoins à ces élections? Nous, on aurait pu faire quelques sièges. On nous dit d'ailleurs qu'on avait déjà promis, puisque vous savez que les élections camerounaises... Donc nous, c'était 5 sièges de députés, je crois, et 3 mairies. Donc c'était arrêté. Imaginons même que nous, on soit allé pour obtenir 15 sièges, 20 sièges, qui ne représentent pas notre poids politique au Cameroun aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on aurait changé? Parce que vous me dites toujours, oui, mais qu'est-ce que vous allez faire? Mais qu'est-ce qu'on aurait fait si on avait ces sièges de députés, à part le fait que des gens auraient pu toucher de l'argent mensuellement au titre de leurs indemnités de députés? Dites-le moi. Donc il faut qu'on arrête d'utiliser de grands mots de circonvolution pour perdre les Camerounais. Là, je vous donne des chiffres. Je n'ai entendu personne me sortir cela, aucun journaliste. Alors que voilà la réalité. On va aux élections, l'ensemble de l'opposition va pour compétir pour 46 sièges sur 180. Qu'est-ce que c'est ce genre de système démocratique?
Et vous vouliez que nous, on soit dans la charrette de l'accompagnement. Ce n'est pas notre option. Ça prendra le temps que ça prendra, M. Kémajou. Et on travaillera à ce que le peuple camerounais conquiert sa liberté. C'est notre option fondamentale. Ça prend du temps. Nous avons pris le chemin le plus long. Les raccourcis, c'est précisément la violence. J'aurais pu, à plusieurs reprises, appeler mes compatriotes. Mais nous avons choisi le chemin le plus long, le plus difficile. D'autres nations africaines ont expérimenté d'autres formules. Nous disons celle-là. Mais nous ne sommes pas maîtres des Camerounais. La preuve, d'ailleurs, quelqu'un nous demandait tout à l'heure, je crois qu'il est parti, le monsieur de Canal 2, si nous ne devons pas, voilà. Oui, nous ne sommes pas maîtres des Camerounais. Si les Camerounais, devant l'exaspération, choisissent d'autres modalités d'action, je n'ai aucun moyen de les en empêcher. Pourtant, j'aurais tout fait pour éviter que l'on en arrive à la case de la violence. Donc, ce que je peux vous dire encore une fois de plus, peut-être vous êtes arrivé un peu en retard parce que la même question m'avait été posée, nous allons continuer à faire notre travail politique. Et puis la scène politique n'est pas figée. La scène politique n'est pas figée. Et alors, je peux dire qu'on prend les deux derniers en même temps et comme ça voilà, on n'aura plus une seule intervention sur les deux derniers. On prend les deux questions en même temps. Au début de cet entretien, le 11 février, le Cameroun, là encore, aura été probablement le premier pays en Afrique à célébrer la fête de la jeunesse. Ça va être la 54e édition. Donc depuis 1966, nous la célèbre. Et cette jeunesse, il y a 12 ans, a subi des violences terribles. Moi, j'étais au Cameroun à l'époque, je travaillais au messager à Douala, j'étais chef de service société. Le 25, 26, 27 février 2008, la jeunesse qui manifestait contre le projet de révision constitutionnelle, aussi contre les émeutes de la faim, en tout cas contre la hausse des prix des denrées de première nécessité, a été prise en partie pire, massacrée, puisque le gouvernement à l'époque, par la voie du ministre de la Communication, a reconnu que les forces de l'ordre avaient tué 20 jeunes. Moi, j'avais sorti un livre qui m'a permis d'enquêter, et j'ai trouvé qu'il y avait plus de 200 jeunes qui ont été tués. Le livre s'appelle Cameroun invoquant un sommeil. Vous avez dit, aucun changement ne pourra se faire sans la volonté des Camerounais. Je suis d'accord avec vous. Sauf que quand ces Camerounais sortent dans la rue, qui sont jeunes en plus, c'est des lycéens et universitaires, qui manifestent contre un projet de modification de la Constitution et qu'on tire dessus, qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Vous avez dit, on ne peut pas croiser les bras et regarder qu'il reste à la jeunesse que ce soit le désert, soit la Méditerranée. Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour la jeunesse camerounaise? Voilà ma question. On a pu faire à certaines époques. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? La jeunesse. D'abord, permettez-moi de dire que à l'époque, il y avait eu d'ailleurs des divergences dans les chiffres officiels. Parce que le ministre de l'administration territoriale de l'époque, finalement, avait reconnu 40 morts. Pas seulement 20, mais 40 morts. Oui, à la fin, tout à fait. Et moi-même, j'étais à la justice à ce moment-là, comme ministre délégué. Et dans le rapport annuel que nous faisions sur l'état des droits de l'homme au Cameroun, j'avais insisté, et si vous y allez dans le volume de 2008, vous verrez que j'avais insisté pour que l'on dise, suivant d'autres sources, il y a eu, et ça, moi, mes chiffres étaient les chiffres de l'ACAT. Il y a eu 150 morts, 154 morts à peu près. Donc, on avait quand même eu le souci historique de garder cela pour qu'il y ait trace. Oui, quand les jeunes descendent dans la rue, ils sont confrontés à la mort. Et c'est ce qui est terrible chez nous. Et c'est ce que je ne peux pas comprendre, qu'il y ait des Camerounais, quel que soit le bord politique auquel ils appartiennent, qu'ils puissent se satisfaire de ce que, parce que des jeunes manifestent, et peut-être qu'ils seraient en désaccord avec le pouvoir en place, qu'on puisse tirer sur eux. Je ne peux pas comprendre cela. Parce que quels que soient nos désaccords politiques,
On doit pouvoir reconnaître, d'ailleurs pas seulement aux jeunes, que des Camerounais puissent exprimer leur désaccord. Parce que si on ne le fait pas, comment on fait? On doit choisir le maquis alors. Et je crois que c'est M. Biya qui lui-même disait, on n'aura plus besoin d'aller au maquis pour exprimer ses opinions sur le fait que les choses ne marchent pas. Quand voilà, Yaoundé, on met 9 heures, alors qu'il y a quelques années, on mettait 3 heures, que vous n'avez plus de train sûr entre Yaoundé et Ngaoundéré, etc., etc., on peut quand même comprendre que vous n'avez plus d'eau potable. J'aurais voulu d'ailleurs que l'on trouve même prétexte de ce que ces jeunes ont posé des actes répréhensibles. On tire sur les jeunes le 26 janvier 2019, alors qu'aucun d'eux, d'ailleurs, vous avez les vidéos, un jeune qui marche. Et on dit, vous voulez marcher, on lui tire dessus à bout portant. À bout portant. Oh bon, il a un problème, ça le concerne. Bon, de toute façon, tant que ça me... Ce qui est sûr, c'est que ça va vous arriver de façon inévitable. Dans les jeunes, moi, je continue à leur dire, croyez en ce que nous faisons et que nous faisons ensemble. Moi, je suis de la génération de leurs parents. Un jour, elle ne descendra plus, la pierre va rester au sommet. Mais je dis toujours, ce jour peut être long ou court, ça dépend de nous. Nous pouvons accélérer le processus de changement au Cameroun. Parce que, songez un seul instant, pour revenir à l'excellente question de M. Luc Emajo de l'attitude des autres partis de l'opposition. Imaginez qu'on ait fait tous bloc pour dire que donc nous pouvons parler à ces élections dans ces conditions. Je ne crois pas que même avec l'arrogance habituelle de ce régime et sa témérité, ils seraient passés outre pour aller faire des élections. Parce qu'ils n'auraient eu personne pour les accompagner. Ils adorent ça, des gens qui les accompagnent, dans les applaudissements et les youyou. Mais pourvu qu'ils ne prennent pas part au festin, vous devez être là. Donc voilà. Mais non, mais on ne l'a pas fait. Et donc c'est un travail extrêmement difficile. Je dis, la voie qu'on a choisie, c'est extrêmement compliqué. Mais c'est également un chemin sûr, parce que moi je vois là où on va arriver. Je vois très clairement là où on va arriver. Et on va y arriver. Ne me dites pas comment on le fait, mais on va y arriver. Et ne sais pas par le mystère ou quoi que ce soit, on va arriver parce que je vois très clairement le chemin. Alors, dernière question, médias en ligne, et on a terminé. Bonjour Président. Landry Tchatchouan du web média en ligne Le Quatrième Pouvoir. Je suis autour de même le correspondant de Mediator Africa, basé aux États-Unis. Je vais sortir de la thématique que nous abordons, celui du remerciement et du plaidoyer pour la paix dans les régions du Nouveau. Je vais poser une question assez pathétique, vu que depuis le décès d'être soi, on ne vous a pas entendu, nous n'avons pas eu ce privilège de vous rencontrer. Nous voudrions tout simplement savoir quel est votre état d'âme depuis la disparition de votre confrère, celui-là même qui a mené tout ce collectif d'avocats en vue de votre libération. Nous voudrions bien un commentaire ce jour à cet effet. Merci beaucoup. Vous permettrez que je me réserve de m'exprimer sur le décès de Maître Sop Sylvain, qui n'était pas militant du MRC. Je tiens à le souligner, il n'était pas militant du MRC, mais qui était un homme exceptionnel, qui était un petit frère, mon ami, mon fils, si j'ose dire. Vous permettrez que je m'exprime en temps opportun sur le décès de Maître Sop. Et je m'exprimerai, vous pouvez être sûr. Merci, Monsieur le Président. Donc, on a terminé, la conférence est terminée. Rendez-vous samedi 1er février, place de la République. Il semble qu'elle veut une dernière question. Je ne sais pas si c'est quel média. Mais elle a levé la main depuis. Bon. Merci, Monsieur le Président. Je ne voulais pas sauter non désolé. Je ne voulais pas sauter cette occasion parce que ça fait un moment où les gens de la diaspora
combat de notre façon. Et ils savaient qu'aujourd'hui, nous sommes condamnés à rester en France parce que peu que nous avons marché et que nous avons exprimé notre ras-le-bol, ils courent sur les réseaux sociaux, nous ne pouvons même plus mettre pied dans notre propre pays. Est-ce qu'il y a des démarches à faire pour sortir de cette situation? Comment est-ce que nous, les gens de la diaspora, je parle pour les activistes aussi, les chroniqueurs qui ont perdu même les parents, qui ne peuvent plus se rendre au pays, comment est-ce qu'on peut faire pour remédier à cette situation? Donc c'est une question qui me tient vraiment à cœur et que je tenais à poser, c'est pourquoi je suis venue à cette conférence.